Finalement, depuis samedi dernier, en effet, alors la coalition occidentale a lancé une intervention militaire en Libye. Comme vous savez, auparavant, la résolution adoptée sous pression de la France et de la Grande-Bretagne, à savoir la résolution 1973, prévoyait la création d'une zone d'exclusion aérienne pour protéger les civils. Mais sur le terrain, on assiste en effet au massacre de la population civile. Ce qui n'a pas manqué de susciter en effet les vives réactions des organisations de défense des droits de l'homme et même provoquer des divisions au sein même de l'OTAN. Alors, est-ce que, selon vous, M. Mason, cette opération, d'abord, avant de passer justement au principe, à ce qui se passe en effet actuellement sur le terrain, si on voudrait analyser les principaux enjeux et objectifs de cette opération militaire, alors pourquoi la coalition occidentale a décidé de lancer une telle action militaire contre la Libye? D'abord, l'idée d'une action militaire, non pas nécessairement contre la Libye, mais contre un État de cette région, de manière à s'introduire en Afrique du Nord, cette idée existe depuis déjà plusieurs années, et ce type d'opération était en cours de préparation. Les événements révolutionnaires qui ont eu lieu en Libye ont fourni l'occasion à la coalition pour intervenir. Ensuite, tout à l'heure, vous avez dit que la zone d'exclusion aérienne avait pour but de protéger les civils. C'est effectivement la rhétorique qu'utilise la coalition pour justifier de son action. Mais il suffit de voir que cette zone d'exclusion aérienne a été étendue à tout le pays pour se rendre compte que ce n'est pas son but réel. S'il s'agissait de protéger les populations civiles, la zone d'exclusion ne concernerait que la zone des combats. De la manière, par exemple, dont on avait protégé les populations kurdes face à Saddam Hussein en faisant une zone d'exclusion aérienne au-dessus du Kurdistan irakien. Tandis que là, on l'a fait sur tout le territoire. Le but est donc différent, de même que on a décidé d'interdire l'approvisionnement en armes des deux parties belligérantes, pas simplement de protéger les populations civiles, mais on a décidé d'empêcher l'approvisionnement en armes des révolutionnaires. Donc, le but de cette opération n'est absolument pas la protection des populations civiles, mais le fait de figer le statu quo, de diviser le pays en plusieurs zones, de commencer son morcellement. Monsieur Mason, hier soir, au cours d'une intervention téléphonique, les présidents français et américains ont convenu de recourir à l'OTAN pour lui confier justement le commandement de cette intervention militaire. En même temps, la Russie et la Chine alors se sont opposés à la poursuite de l'intervention militaire occidentale en Libye. Si le commandement, si l'OTAN se charge du commandement de l'intervention militaire en Libye, qu'est-ce qui va se passer? Alors on a l'impression que tout ceci est un scénario fomenté par les Américains et qui pourrait se réaliser, bien sûr, dans le cadre de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Quel constat tirez-vous de ces concertations sur un éventuel rôle de l'OTAN dans cette affaire? Moi, je ne suis pas surpris par cette situation, puisque j'ai écrit il y a déjà plusieurs années que ceci allait se passer, que les étaient en train de diminuer leur pression militaire sur le Proche-Orient. Israël a perdu face au Hezbollah en 2006, l'Israël a perdu face au Hamas en 2008, et les puits de pétrole d'Arabie Saoudite sont en train de s'assécher. Donc il est bien facile de comprendre qu'il n'y a plus le même intérêt à une pression militaire des États-Unis au Proche-Orient et que ceci va se déplacer vers l'Afrique, alors que nous savons que dans les 2 années à venir, c'est un quart des matières premières et de l'énergie utilisées par l'intervention occidentale en Afrique était prévisible. Alors qu'est-ce que ça va changer dans le système de commandement actuel? Que l'on passe, au fond, d'une
supervision par l'US Africom à une supervision par l'OTAN. En réalité, on va changer de bâtiment, mais tout va continuer à se dérouler depuis Stuttgart, puisque c'est là que se trouve le siège de ces deux organisations. Ce qui change, c'est simplement l'affichage. On a essayé de nous faire croire au début que cette intervention en Libye était soutenue à la fois par l'Union africaine et par la Ligue arabe. Et là, bien, on abat les cartes, on reconnaît que c'est simplement une croisade occidentale. Merci encore, M. Messon. Alors, quant au rôle de la France, les observateurs sont d'avis que Nicolas Sarkozy, alors en présentant ce projet de résolution et puis en assumant le leadership vendredi soir de l'intervention militaire en Libye, a cherché en quelque sorte à redorer son blason à l'intérieur de la France, auprès de l'opinion publique française, et à sortir en quelque sorte de l'isolement à l'échelle, sur l'échiquier international. Quels sont les objectifs de M. Sarkozy et M. Messon, alors en tentant d'assumer le leadership d'une telle action militaire contre la Libye? Je n'ai pas bien entendu votre question, mais je pense que c'était sur la position de la France. Il se trouve que, contrairement à ce qui a été présenté par les médias, le président Sarkozy n'a jamais assumé le leadership de cette opération. C'est lui qui en assume la communication extérieure. Ça n'est pas la même chose. Le leadership est sur le plan militaire, et ceci est assuré depuis le début. Le président Sarkozy essaye effectivement de gagner des points dans son opinion publique intérieure, et il faut admettre que pour le moment il en a gagné, mais il faut regarder aussi l'impact de tout cela dans le monde arabe et dans le monde musulman. J'attire votre attention pas simplement sur le discours de M. Sarkozy, mais sur celui de son ministre des Affaires étrangères, M. Juppé. M. Juppé, devant le Conseil de sécurité, a essayé d'expliquer qu'il soutenait le printemps arabe, l'ensemble de ces révolutions. Et il a donné comme exemple de ces révolutions, tenez-vous bien, le discours du roi Mohamed VI du Maroc. Voilà le vrai révolutionnaire pour Alain Juppé. Et par contre, il n'a pas dit un mot de compassion pour les gens qui viennent de se faire assassiner au Yémen et à Bahreïn. Donc la position de la France, c'est la position contre-révolutionnaire classique de Voilà, j'ai fait un instant, j'ai évoqué votre article. Alors, vous avez parlé d'une contre-révolution de l'administration Obama face au soulèvement populaire à la fois au Maghreb, mais aussi dans la région du Moyen-Orient, à Bahreïn. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette contre-révolution de M. Obama, M. Messon? Il s'agit de sauver ce qui peut encore l'être. Les États-Unis ont perdu le contrôle de la Tunisie et de l'Égypte et du Liban. Ils veulent maintenant venir en aide à quelques-uns des gouvernements fantoches qu'ils ont mis en place et qu'ils soutiennent depuis plusieurs années. Donc la difficulté principale pour eux, c'est de maintenir le gouvernement en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, la monarchie est extrêmement menacée, à la fois par des tensions intérieures dans le pays et par ses propres règles dynastiques et la de succession. Vous savez que le roi Abdallah est extrêmement malade, son successeur est atteint de la maladie d'Alzheimer et le suivant est également très malade. Donc tout ça donne une forte instabilité. Or, la crainte des Saoudiens, c'est de voir arriver la révolution par leurs frontières, par le Yémen ou par le Bahreïn. Donc quand les soulèvements ont commencé dans ces deux États, les États-Unis ont décidé de mettre tout en œuvre pour arrêter ça. Alors c'est d'autant plus cruel qu'à Bahreïn, les manifestations étaient tout à fait pacifiques et qu'au début, les gens n'ont pas demandé le renversement de la monarchie. Ils demandaient simplement une monarchie constitutionnelle, quelque chose de plus démocratique. Et on les a accueillis, en fait, en leur tirant dessus. Les États-Unis ont fait sous-traiter la répression par l'Arabie Saoudite. Ils n'ont pas souhaité intervenir eux-mêmes, de même qu'en Libye, ils se font sous-traiter par la France et la Grande-Bretagne. Pourquoi par l'Arabie Saoudite? Eh bien parce qu'ils ont déjà utilisé les services de cet État par le passé. On se souvient que ce sont les Saoudiens qui avaient été chargés de restaurer la monarchie en
en Afghanistan contre les soviétiques, même s'ils n'y sont pas parvenus. Et là, on joue exactement la même carte. Alors, on doit aussi avoir une chose en tête. Maintenant que le sang a coulé, et qu'il a coulé en abondance, les choses ne seront plus comme avant. Dans la culture musulmane, on ne peut plus maintenant négocier comme on le faisait auparavant et conclure un accord entre des partis d'opposition et la monarchie de Bahreïn. Maintenant, cet accord ne sera valide que s'il est accepté par les familles des martyrs. Et vu la manière dont ça s'est passé, ceci est de plus en plus improbable. Donc on se dirige vers un affrontement de longue durée à Bahreïn. Et en plus, l'Arabie saoudite a décidé de jouer à Bahreïn la carte de l'opposition confessionnelle entre chiites et sunnites, même si c'est tout à fait artificiel. Mais il est vrai aussi que la monarchie sunnite est soutenue par une caste autour d'elle de privilégiés qui ne veut pas lâcher ses privilèges. Donc en jouant cette carte de l'opposition confessionnelle, l'Arabie saoudite essaye d'instiller une sorte de poison à l'intérieur des révolutions arabes pour les neutraliser. Monsieur Méchant, puisqu'on est là, en 2 minutes, s'il vous plaît, dans tout cela, comment vous voyez alors les liens, quel sera l'impact de tous ces soulèvements populaires, notamment dans la région du Moyen-Orient, sur la situation de l'entité sioniste? Bon, il y a un point commun, en fait, à la totalité de ces mouvements populaires dans le monde arabe. Ce point commun, c'est de se soulever contre des gouvernements qui collaborent avec les États-Unis et Israël et qui sont donc responsables non seulement des situations économiques catastrophiques à certains endroits, mais pas partout, mais qui sont par contre partout responsables de soutenir la colonisation juive de la Palestine. Et donc c'est ça qui est en cause. Et on voit très bien, on a essayé de dire par exemple qu'il y aurait identiquement des révolutions en Syrie et en Iran. Mais ça ne tient pas debout. Et on voit très bien que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre des régimes dont on peut être fier parce qu'ils résistent et des régimes qu'on ne peut que honnir parce qu'ils collaborent avec les États-Unis et Israël.